Bonjour, je suis Myriam Ouatté-Delmotte, je suis directrice de recherche du FNRS et professeure à l'ESSEC Louvain. Je suis ici pour le moment la vice-directrice de la classe des lettres, sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Je vous propose de réfléchir au roman La peste d'Albert Camus en regard de ce qu'il éclaire sur la question éthique en temps d'épidémie. La peste est parue en 1947 chez Gallimard. Ça a été d'ailleurs le 3e plus grand succès de cette maison d'édition. Albert Camus, avec La peste, a toujours été un grand classique. Il appartient au patrimoine littéraire français, il a été traduit dans plusieurs langues, on peut même donc dire qu'il appartient à l'histoire littéraire internationale. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Italie, où cet auteur était, et ce livre était en 71e place des ventes, depuis la fin février, a pris la 3e place, c'est ce que nous dit la Repubblica. Même chose en France, les ventes de ce livre ont été multipliées par 4 ces dernières semaines. Alors on peut donc se demander pourquoi ce livre se retrouve avec une telle audience en période de pandémie. Qu'a-t-il à nous dire qui justifie qu'il devienne une lecture essentielle pour nous aujourd'hui ? Alors c'est ce que je vous propose de prendre comme sujet de réflexion aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est ce livre, ce qu'il raconte, dans quelles circonstances il a été écrit, et puis nous allons réfléchir à son interprétation. Je vous propose de réfléchir à ce que signifie ce livre en regard de ce que son auteur a déclaré lorsque ce livre, entre autres, lui a valu le prix Nobel de la littérature en 1957. C'est ce qu'il a dit lors de ce qu'on appelle le discours de Suède, qu'il a prononcé lors du banquet du Nobel le 10 décembre 1957 à l'hôtel de ville de Stockholm. C'était un moment pour lui de dire ce qu'il pensait de sa mission d'écrivain. Et en fait, il a déterminé 3 responsabilités de type éthique qui nous serviront de base pour réfléchir à ce que signifie cet ouvrage. Que recouvre ce programme en temps d'épidémie ? Voilà ce que nous allons découvrir. La peste a été rédigée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des traces de ce projet dans les carnets de l'écrivain dès 1941 et aussi dans sa correspondance avec Malraux en 1942. Il se fait qu'il y a vraiment eu une épidémie de peste à Alger en 1944 et puis à Oran en 1945. Mais le but de l'écrivain n'était pas de retracer ces pestes-là, il visait surtout la peste brune du nazisme qui avait donné lieu à la guerre mondiale. L'histoire de ce roman est le récit de la peste bubonique à Oran dans les années 40, récit fait par un narrateur qui n'avoue qu'à la fin du livre être le docteur Bernard Rieux, qui va traverser toute l'épidémie en étant en première ligne puisqu'il est au chevet de ses malades. C'est donc la chronique de la peste dans une ville confinée pendant 9 mois, du 16 avril où apparaissent les premiers signes de l'épidémie par les rats qui sortent pour venir mourir dans la rue, jusqu'à la fin janvier de l'année suivante où l'épidémie est enrayée. La première interprétation de ce texte, je vous l'ai dit, était politique et allégorique. La peste, c'était le nazisme et les différents personnages de ce livre étaient autant de figures de la résistance et de la collaboration. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir une lecture différente puisqu'aujourd'hui, nous sommes face à un autre ennemi dans le cas de cette pandémie qui est pour nous une situation inédite. Alors, est-ce que ce livre nous donne des clés de lecture ? Eh bien, je vous propose d'y réfléchir en regard du discours de Suède de 1957, au cours duquel l'écrivain a défini les responsabilités de type éthique de l'écrivain. Quelles sont ces responsabilités ? Eh bien, j'en dégage 3 surtout. D'abord, se mettre au service de ceux qui subissent l'histoire. Ensuite, engager à comprendre au lieu de juger. Et enfin, promouvoir la vérité et la liberté. Alors, que recouvre ce programme qui a été pensé dans l'immédiat après-guerre pour nous, aujourd'hui, en temps d'épidémie ? Camus dit vouloir se mettre au service de ceux qui subissent l'histoire, ceux qui la subissent, non pas ceux qui la font. Ce qui l'intéresse, c'est la situation de tout homme qui a vu son existence bouleversée par un mal qui a envahi, ici, sa ville. Pour nous, aujourd'hui, c'est toute la planète. Et chacun fait le constat de l'absurdité de la situation, mais aussi de l'épouvante par rapport au gigantisme du phénomène.
Et en ce sens, ce livre témoigne de toutes les situations que nous connaissons aujourd'hui. Nous pouvons vraiment nous identifier au niveau des faits. Le démarrage brutal de l'épidémie, l'incrédulité première par rapport à ce qui nous prend au dépourvu, l'impréparation des individus mais aussi des instances publiques, la décision brusque du confinement avec les projets avortés, les séparations entre les personnes, l'exil chez soi, le changement du rapport au temps, la vie au jour le jour, suspendu aux chiffres qui comptabilisent le désastre. La mort du petit commerce qui arrive lentement avec l'évolution de l'épidémie. Les sanctions à ceux qui contreviennent aux règles édictées, les patrouilles. Le manque de matériel médical, puis le manque d'hommes. Les cérémonies funéraires dégradées, bâclées, l'entassement anonyme des cadavres. La mort des innocents, les jeunes, mais aussi les personnes âgées qui sont piégées par leur âge qui les rend vulnérables. Et aussi celle du personnel médical sans protection suffisante. En fait, tout ce que raconte ce livre nous concerne aujourd'hui. Il nous donne le sentiment de ne pas être les premiers ni les seuls à vivre ce qui se présente aujourd'hui. Camus dit que son art doit permettre de vivre au milieu de tous. En fait, il nous fait prendre conscience de souffrances communes à l'humanité. Il nous replace dans la communauté des vivants. Le romancier, dans son discours de Suède, dit qu'il veut engager à comprendre au lieu de juger. Camus dit vouloir relayer les silences de ceux qui n'ont pas la parole. C'est pourquoi il va témoigner de ce que vivent différents personnages et en tant que lecteur, nous pouvons de ce fait comprendre de l'intérieur des points de vue différents ou les percevoir à partir du regard sans jugement du narrateur. Ici, il s'agit non pas de faits mais d'affect, d'attitude. Et le premier sentiment qui s'impose, bien entendu, c'est la peur. D'abord, la méfiance par rapport au voisin qui est capable de vous donner la peste à son insu. Mais au fil du temps, cette peur devient panique, avec des comportements de fuite et les égoïsmes qui vont avec elle, qui sont inévitables, car ce sont des réflexes naturels que de vouloir protéger son bonheur personnel. Par exemple, le journaliste Rambert ne se sent pas de la ville d'Oran, il n'est pas concerné par son malheur, et il veut tenter une évasion pour rejoindre sa fiancée hors de la ville. Rieux lui dit qu'il n'a aucun argument à lui opposer parce qu'il n'y a pas de honte à préférer son bonheur. Mais Rambert se sent finalement lâche et il renonce à fuir parce que, dit-il, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. En fait, la peur a un bon côté. C'est qu'elle rend conscient que les destins individuels sont pris dans une histoire collective dans laquelle chaque individu joue un rôle. On lit ainsi « La peste a sa bienfaisance. Elle ouvre les yeux, elle force à penser. » Ce que le roman nous engage aussi à comprendre au lieu de juger, c'est une attitude, celle de la recherche du sens, pour se rassurer par rapport à ce qui en semble dépourvu et qui nous échappe. Le roman évoque différentes quêtes de sens. D'abord, les superstitions, les prophéties, qui évidemment remontent à la surface. Et puis, une interprétation religieuse qui prend corps par le personnage du jésuite Panlo. En chair de vérité, il clame « Ce malheur, vous l'avez mérité ». C'est donc la thèse du châtiment divin comme Sodome ou Gomorrhe. Mais c'est un point de vue qui doit se confronter à la douloureuse expérience de la mort des enfants innocents. Chez Panlo, il n'y aura pas de reniement de sa foi, même s'il est face à l'incompréhensible. Il y a aussi l'interprétation hédoniste, celle du carpe diem. C'est la réaction inverse du repli exclusif sur les plaisirs matériels et le court terme. Le roman dit « Quand les Oranais croyaient que c'était une maladie comme les autres, la religion était à sa place. Mais quand ils ont vu que c'était sérieux, ils se sont souvenus de la jouissance. Et donc, on les retrouve aux terrasses de café, on les retrouve à s'empresser de profiter du temps présent, puisqu'il n'y a pas d'avenir. » Et enfin, il y a l'interprétation humaniste qui prend corps dans Tarou, l'ami de Rieux. Pour être en paix avec sa conscience, il décide de ne jamais être du côté du fléau. Il dit « Celui qui est l'honnête homme, c'est celui qui n'infecte presque personne. » On voit que cette philosophie de vie est très modeste, presque personne. Il a conscience qu'on est toujours néfaste à quelqu'un, on est toujours d'une manière ou d'une autre le tueur de quelqu'un. Mais en même temps, c'est une philosophie héroïque, puisqu'il faut avancer à l'aveuglette et seulement essayer de faire le bien. C'est une attitude qui part de la réflexion pour aboutir à l'action. Et elle rejoint celle qui est inverse du docteur Rieux, qui lui estime qu'il faut d'abord continuer à faire son métier, agir d'abord contre le fléau, et puis laisser la réflexion pour plus tard. Le roman engage aussi à comprendre une réaction qui est celle de la révolte qui éclate parce que cela dépasse notre mesure.
Et d'abord, cette révolte, en première ligne, elle s'exerce sur les autorités qui n'ont rien prévu, sur les sérums qui n'arrivent pas, sur l'insuffisance des mesures prises, et aussi sur ce que l'on remarque du souci de ne jamais alerter inutilement l'opinion publique, quitte à minimiser, quitte à mentir même, parce que l'important c'est qu'il n'y ait pas d'affolement. La révolte aussi par rapport à un sentiment d'impuissance de chaque responsable. Je suis pour rien, il faudrait des mesures, je n'ai pas la qualité pour, je n'ai pas le pouvoir de... En un mot, le constat de la difficulté générale de chacun à assumer ses fonctions dans une situation sans précédent. Par exemple, le préfet dit « Je vais demander des ordres au gouverneur général ». Et Rieu lui rétorque « Des ordres, mais il faudrait de l'imagination ». C'est la mise en évidence de l'importance des héros insignifiants et effacés, des petits efforts quotidiens et anonymes, et par contraste de la petitesse de ceux qui profitent de l'épidémie pour s'enrichir ou pour camoufler des intentions peu louables, et qui ne sortent d'ailleurs pas vaincus de leurs calculs. Au total, ce livre implique une prise de conscience de ce que chacun fait ce qu'il peut à son petit niveau et qu'on ne peut pas exiger plus. Ce livre engage à une forme de tendresse humaine pour ce que l'homme peut tenter, et aujourd'hui, on voit beaucoup d'exemples de toute cette imagination dans les vidéos, les messages, les initiatives, les bénévolats, pour nous donner des astuces pour tenir, pour nous faire rire aussi. Mais le livre engage aussi à comprendre tout ce que l'homme peut ne pas avoir la force de réaliser, et sans jugement. Et ce que l'on comprend surtout dans ce livre, c'est l'admiration, puisqu'on découvre les choses du point de vue du docteur Rieu, le narrateur. Et ce qu'on voit, c'est le formidable courage du personnel médical. On passe par tous leurs sentiments. La sidération, l'urgence d'agir, le sentiment d'impuissance aussi, comme ce passage qui témoigne de l'épuisement du docteur Rieu, quand il dit « Car il savait que pour une période dont il n'apercevait pas le terme, son rôle n'était plus de guérir. Son rôle était de diagnostiquer, découvrir, voir, décrire, enregistrer, puis condamner. C'était sa tâche. Non, ce n'était pas des secours qu'il distribuait à longueur de journée, mais des renseignements. C'était encore heureux qu'il y eut la fatigue. Si Rieu avait été plus frais, cette odeur de mort partout répandue eût pu le rendre sentimental, mais quand on n'a dormi que 4 heures, on n'est pas sentimental. On voit les choses comme elles sont. Et ce que le livre engage à comprendre, ce sont les risques pris qui augmentent de jour en jour pour le personnel médical. Par exemple, dans son passage où on peut lire « Le plus dangereux était l'épuisement qui gagnait peu à peu tous ceux qui continuaient cette lutte contre le fléau. C'est ainsi que ces hommes en vinrent à courir quelquefois sans être prémunis contre la contagion auprès des malades atteints de la peste pulmonaire. » En un mot, le livre nous engage à admirer le dévouement que le corps médical assume, sans confort, sans repos, et parfois au risque de sa propre vie. Il nous fait comprendre les difficultés rencontrées, et il appelle la compassion. Compassion, pâtir avec, être solidaire de la souffrance, mais aussi dans la souffrance, pour tenter de la soulager ensemble. Et la troisième responsabilité de l'écrivain, selon Camus, c'est de promouvoir la vérité et la liberté. On comprend l'importance de ce message dans l'immédiat après-guerre. Mais pour nous, aujourd'hui, en temps d'épidémie, qu'est-ce que ça veut dire ? La vérité pour lui, c'est de refuser de mentir sur ce qu'on sait. Alors pour nous, c'est refuser de se taire par rapport aux réalités difficiles d'une épidémie. Savoir que l'histoire des épidémies comporte des rebondissements imprévisibles, que le bacille de la peste ne disparaît jamais tout à fait, qu'il peut toujours revenir, que tout est toujours à recommencer, qu'il n'y aura plus jamais de paix pour la mère amputée de son fils ou un homme qui a enseveli son ami, et qu'il est plus facile de détruire que de reconstruire. Quant à la liberté, qui, pour Camus, veut dire exercer une résistance à l'oppression, pour nous, c'est la conscience de ce que l'important est de travailler ensemble au-delà des différences de croyances ou de motivation. Travailler ensemble à lutter contre un mal qui concerne bien au-delà des histoires individuelles, l'histoire collective de tous. Nous sommes tous dans le même exil, dit Camus.
Et la dernière page du livre est admirable, elle dit ceci. Le docteur Rieu décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur des pestiférés, pour laisser au moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. En conclusion, on voit combien ce texte peut nous concerner, nous émouvoir et puis nous enseigner une forme de sagesse aussi en temps de pandémie. Camus a publié aussi en 1955, en annexe à La Peste, une exhortation aux médecins de la peste. Il y encourage à ne jamais s'habituer à voir les hommes mourir, à faire respecter les lois du blocus et de la quarantaine, mais aussi à ne pas avoir peur puisque la peur ne change rien, et à cultiver aussi ce qu'il appelle une raisonnable gaieté pour alléger la lourdeur de cette période et se donner les moyens d'y rester dynamique. C'est ce que je vous souhaite aussi. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec quelques références bibliographiques si vous voulez aller plus loin pour découvrir cette œuvre. Bonne lecture!